C'est un honneur et un grand plaisir d'accueillir ce soir, dans le cadre de cette table ronde, placée sous le thème « Mobiliser la diaspora pour la croissance et la transformation en Afrique de l'Est » et de vous accueillir ici dans cette table ronde. Nous avons avec nous ce soir 3 panélistes. Monsieur Abdou Katibou, expert national dans le domaine de la migration et directeur général de la promotion des investissements. Nous avons également monsieur Geoffrey Kaberi, directeur général de la planification nationale et de la recherche au ministère des Finances et de l'économie du Rwanda. Nous avons également professeur Saïd Adejomombi, directeur de la Commission économique africaine en Afrique australe. Et bien sûr, ma co-modératrice. Merci beaucoup Fatoumia et bonsoir à tous. Mon nom est Novella Nikwigizé. Je suis journaliste à la télévision rwandaise et j'ai l'honneur d'être co-modératrice de cette session qui n'est pas en réalité une session, c'est un dîner-débat et nous nous assurons que l'une et l'autre composante seront respectées. Et pour cela, nous voulons avoir un débat court pour pouvoir vous permettre de profiter du dîner. Alors, notre session sera de 45 minutes. Nous aurons des interventions très courtes de nos panélistes qui prendront plus de temps pour répondre à vos questions. Alors, nous demandons à tous ceux qui auront envie de contribuer et de poser des questions de bien vouloir le faire, mais avec la limite de 45 secondes. Ce n'est pas moi qui ai mis cette limite, c'est une limite technique, mais j'aimerais vraiment que nous puissions respecter cela pour pouvoir être le plus nombreux possible à poser des questions et à donner des contributions. Merci à vous. Monsieur Katibou, comme on l'a souligné tout à l'heure, expert national sur les questions migratoires, je voudrais que vous nous parliez brièvement de la situation de la diaspora comorienne. Merci. En fait, comme on sait, dans la tradition comorienne, depuis l'époque coloniale, les Comoriens ont toujours migré. Ils se sont dirigés surtout dans les pays voisins, à savoir Madagascar et Zanzibar. Mais depuis notre accession à l'indépendance en 1975, les Comoriens se dirigent, disons, quasi uniquement en France, car plus de 95% des migrations comoriennes se dirigent en France. Donc, on estime à nos jours qu'entre 150 000 et 300 000 Comoriens, en tout cas, ce sont des estimations, pas des études statistiques fiables, résident en France. Donc, bien que ces Comoriens résident en France, mais ils sont en quelque sorte liés aux Comores. Dès lors qu'ils transfèrent une très bonne partie de leurs revenus aux Comores, les estimations de la Banque centrale des Comores, en tout cas ce sont des estimations, montrent qu'au cours de ces 15 dernières années, les transferts de fonds ont augmenté à hauteur de 12% en moyenne par an. Ils sont passés de 12 milliards en 2002 pour cumuler à plus de 70 milliards de francs comoriens en 2015. Toutefois, je le répète, ce sont des estimations car des études de la Banque mondiale et des études de la Banque de France ont révélé que plus de 25% des transferts de fonds ne sont pas comptabilisés dans les statistiques nationales. Donc, si on veut faire des extrapolations, on peut dire que les transferts de fonds des Comoriens, résidant en France spécialement, sont avoisinent les 100 milliards de francs comoriens, à peine 200 millions d'euros. Donc, le problème en est que ces transferts sont destinés à plus de 95% à l'île de la Grande Comore. Les 5%, c'est reparti dans les 2 îles. L'autre problème en est que ces transferts de fonds, à plus de 70%, financent la consommation des ménages, plus particulièrement des grands mariages. À peine 13% servent à mener des projets immobiliers et à peine 10% servent à des projets d'investissement. Donc la relation entre
transfert de fonds et croissance économique n'est pas, à mon sens, en tout cas établi. Monsieur Katibou, je pense que vous nous donnez des chiffres qui sont très importants et j'aimerais pouvoir demander à son Excellence, Monsieur le Président, je pense qu'on parle d'une question qui est importante et cruciale pour le développement des Comores et pour pouvoir permettre aux Comores d'être le pays émergent qu'elle espère être. Est-ce que vous pourriez nous donner ou nous expliquer comment est-ce que ce problème est traité aux plus hautes sphères de l'État ou quelle est la stratégie pour mobiliser la diaspora? Merci bien, madame, pour cette boîte de banane. Puisqu'on est à peine arrivé, vous me posez, mais je ne suis pas la première, rassurez-vous. En tout cas, c'est un plaisir d'être ici parmi vous. Et je tiens à remercier, à féliciter celles et ceux qui ont pris cette initiative pour venir organiser cette discussion, que je pense que ça peut apporter beaucoup de fruits à notre pays et puis partout ailleurs où cela doit se faire. En fait, ce qu'a dit Katibou, c'est un constat que tout le monde, en fait, il a parlé de 2002, effectivement, pendant cette période-là, j'étais aux commandes, et effectivement, j'en ai demandé à la Banque centrale, ils m'ont parlé de ces chiffres-là, mais comme il a dit, c'est l'argent que la Banque centrale, le mois de février 2002, par exemple, a compté, c'est-à-dire ceux qui sont rentrés en 2001. Mais beaucoup de cet argent-là, il vient ici, il part à Dar es Salaam, il part à Nairobi, il part à Dubaï, ils sont passés par la Banque centrale. Mais d'autres, maintenant, il y a beaucoup de boîtes qui font les conversions ici, ça passe par la Banque centrale. Donc, effectivement, si on voudrait voir ça un peu à la hausse, je pense que c'est tout à fait permis. Bon, maintenant, d'abord, c'est l'étude, et puis aussi comment discuter avec cette diaspora, avec cette manne d'argent, pour que ça puisse être pour l'intérêt du pays, parce que la vérité, c'est ça, c'est que nous, l'État, on sait que ça passe à la Banque centrale et puis ça sort. Mais sur le plan investissement, c'est peu d'investissement. Quand il parle du bâtiment, ce n'est pas de l'investissement du bâtiment. C'est les Comoriens qui viennent faire le bâtiment chez eux, à la maison. Donc, ce n'est pas un investissement. Il vient le faire, il fait un contrat avec quelqu'un avec lui, ils font, on ne sait pas comment ça se passe. Et la plupart du temps, ça finit par des tiraillements. Mais nous, ce qu'on aurait aimé, c'est qu'effectivement, qu'il y ait des entreprises ici, des entreprises de bâtiments qui font les contacts avec ces gens-là de l'extérieur d'une façon ou d'une autre, que ça soit familial ou ils vont se regrouper, on verra ça. En ce temps-là, on peut parler d'investissement. En tout cas, c'est notre sujet le plus absolu, c'est que cette manne d'argent, c'est vrai, hein, c'est quel que soit le coût qu'on parle, 50 millions ou 100 millions, c'est quand même beaucoup d'argent par rapport à ce que nos demandes que nous faisons au niveau de toutes ces institutions financières. Ça pourrait être une manne très importante pour nous. Et nous, on a pris acte de ça et la volonté de discuter avec cette diaspora pour essayer de voir comment capitaliser. Moi, j'en ai commencé, j'étais en France. J'ai reçu les jeunes entrepreneurs, j'ai reçu les élus comoriens en France. Donc, on a commencé à en discuter. Et il y a un événement qui va se passer incessamment ici, qu'on appelle les assises. Et encore, c'est l'occasion, effectivement, d'en discuter pour essayer d'être très profit. Comme on va dire de ne pas dépasser 45 secondes, j'en ai fait une minute. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Bien sûr, la limite des 45 secondes ne vous était pas imposée. Excellences, mesdames et messieurs, nous voudrions en ce moment vous inviter à nous partager quelques expériences au-delà des Comores. Nous avons écouté M. Katibou, Son Excellence, Monsieur le Président. Donc, l'audience, si vous souhaitez nous partager quelques expériences au-delà des Comores. Merci. Good evening, everybody. I'm Abiot from Ethiopia Investment. I wanted to share about the remittance of the Ethiopian diaspora. According to the World Bank data, in the year 2012, the remittance was about $600 million. But the next 2 years, it increased rapidly. For 2014, it was $1.5 billion. For the next year, the remittance is increased from 1.5 to $3.7 billion in the year 2015. So there is a tremendous increase for the remittance of the Ethiopian diaspora. So what is the reason for to increase the remittance of the diasporas? There is some information or data to give
the diasporas and support the diaspora. For example, money transfer is legally from the year 2012 to 2015. The remittance is transferred through bank. So already we have got these data for the reason to increasing the remittances. And also there is some sector government office that supports for the diasporas. That is one of the reasons to increase the remittance from the diasporas. One is for the money transfer is legally through bank or using money transfer companies. So this is one of the reasons. In the year 2012, it's $600 billion, but more than that one. But after that year, the money transfer through bank. But that is the reason to increase. The other reason is our government give support for the diasporas and give some facilitation for the diaspora. That is the other reason. And also in Middle East country also there is a migrations of laborers. So that is one of the reasons to increase the remittance. This is only for the transfer for legally. For illegally, more than this one. You're welcome, okay. In Africa, we are talking about $63 billion. It's huge money that we're talking about. That is something that we are not tapping into at all. By and large, those funds have gone into consumption because they are through personal channels. They are for family households, family help, building houses. But we're not looking at them for investment at all. Only a few countries have tried because there's no policy for many countries in capturing diaspora remittances. I'll follow up on the case of Ethiopia. Ethiopia's experience is not by coincidence. It's because the government has made conscious effort, strategic effort, to capture remittances of the diaspora. When the government embarked on the Grand Renaissance Dam project, which is the biggest dam, hydroelectric project on the African continent, the Ethiopian government floated what it called the diaspora bond. And that bond was bought into, and it was a major source of financing for the dam that the Ethiopian government did, and which the Ethiopian government is about to complete. The Ethiopian government has also mainstreamed them, the diaspora, in terms of investment in the country. If you're talking about the development of the leather industry, if you're talking about the booming construction industry in Ethiopia today, the diaspora is involved. So all the buildings you see in Ethiopia, all the investments growing in Ethiopia, they're not by coincidence. The diaspora is actively involved. If I take you to West Africa, which is the case of Nigeria, the government has developed a national diaspora policy. And within that policy in 2015, the government was able to raise $300 million through diaspora bond to support its budget deficit. So what am I saying in effect? We must have a framework for us to engage the diaspora. And it's not only about remittances, Madam Moderator, I'll close very shortly. I think we must have a holistic approach to engaging the diaspora. The first for me is remittances. The second is about diaspora networking. And the third is integration. They must feel that they are part of the society for them to come back and invest. In Nigeria, for example, they have dual citizenship. You can crisscross, move across the borders, and come back home whenever you want to come back home. That's a social integration policy for the diaspora. So we need to look at it in a comprehensive whole so that they do not think that it's only their pocket we are looking at. We are looking at them as part of our society that we want to integrate in our development process. I thank you. Thank you very much, Professor Said. And I think most of what you are saying is also echoing what His Excellency was talking about on the leadership and the need at the highest level to have that understanding. I would like to have Mr. Carrera coming on that because, of course, Rwanda has made great strides into calling upon the diaspora outside and inside of the country. What are the key takeaways from Rwandan experience? Your Excellency, Mr. President, and Vice President, distinguished guests, it's my pleasure to share on Rwanda's experience, and I'll be very brief. I would have liked to speak in French, but I think 45 seconds will be over before I can say a lot. I'm just going to highlight very few things. I think one thing is that for Rwanda, diaspora plays a very big role in development, and that is because since the time of the genocide, we have had a lot of movement. There was a time in Rwanda when everyone wanted to get out of the country. Just after the genocide, it was a time when majority of the population wanted to
the dream was to actually be out of Rwanda. If you could get out of Rwanda and find something to do outside, that was the vision for individuals. So with the re-establishment of security, order, with unity and reconciliation, we've begun talking about other things. People have started engaging the diaspora. The government has started engaging the diaspora as a very important force. We actually see the diaspora as being almost one of the provinces of Rwanda informally because of the important role they play. We've seen remittances increase from about $100 million in 2010 to about $170 million in 2016. So there's a big improvement, but the main thing I would say is the focus has been on capturing the heart and the mind of the people in the diaspora. It's being able to show that these people are part of the country. It's selling to them the development strategy from the highest level. I think the president has actually made 11 visits, I would say in 11 big cities globally, in what we call Rwanda Day, where we go and the president himself and the top leadership go and meet the diaspora outside the country and find them where they are and explain to them what is happening in the country and explain to them how they can fit into the development strategy. And it's also a celebration, a time to celebrate the culture, the identity of the Rwandan people. And what we have seen is that there is a lot of willingness from the diaspora to engage. They want that sense of identity. They want that sense of ownership. So there's a lot of other interventions maybe I will come back to later, like the National Dialogue and others, where we invite them to come also to the country and discuss in terms of our development strategies what is needed and contribute like any others. So maybe I'll come back to that a bit later. Merci beaucoup, Kabera. Et tu aurais pu parler en français peut-être, mais ce sera peut-être pour la prochaine fois. Donc rapidement, on a parlé de l'importance d'avoir des structures, des mécanismes qui viennent du plus haut niveau de l'État et aussi, bien sûr, avoir ce changement de mentalité qui est nécessaire pour que la diaspora se sente qu'elle fasse partie du pays. J'aimerais à ce niveau vous donner la parole. Je suis sûre que cette situation qu'on a ici aux Comores et ailleurs et bien sûr une situation qui est dans toute l'Afrique et bien sûr dans les pays développés. Donc si vous avez des contributions ou des questions à nos panélistes, parce qu'après tout c'est un dîner de débat et c'est vous qui faites le débat, levez la main, on vous amène le micro et puis vous pouvez participer. Effectivement, le constat que vous avez fait souligner, c'est intéressant, c'est comment convaincre cette diaspora que leur investissement, ça va servir à quelque chose et qu'ils soient considérés comme les piliers. Effectivement, il y a deux actions. Il y a l'action du gouvernement. Donc, nous, on en a la conscience, on va s'y atteler. Et de là, on a besoin de vos expériences pour voir les mécanismes qui puissent les convaincre. Donc, le deuxième élément, effectivement, un élément culturel qui fait que c'est vrai, bon, ce sont des diasporas africaines, mais on peut comprendre qu'il y a des similitudes ou il y a des différences particulières. Nous, on est confrontés à ce problème de culture, qu'on a du mal à avoir confiance à l'État. Bon, on amène son argent, on vit dans son village, on travaille avec le village, avec même la commune. Mais si l'État veut intervenir, c'est tout un problème. Donc c'est pourquoi nous avons besoin de vous, de votre expérience, pour essayer de créer cette confiance entre ces diasporas et nous. Nous, on a la volonté, bien sûr, il y a toujours des erreurs, il y aura même des fautes, mais on est là pour les corriger. Mais très sincèrement, on a besoin de vos expériences pour essayer, vous et nous, ensemble, qu'on aille les convaincre, on va déterminer les moyens, pour qu'à chaque fois, chaque chose, il fait un début. Il y a un début, et puis après, on fait l'expérience, et puis après, on voit que ça marche, et puis on avance, ça ne marche pas, on arrête, on corrige. Donc, voilà, j'espère que j'ai fait le 46 secondes. Merci, madame. Merci beaucoup. J'aimerais demander à professeur Kigao à l'arrière, parce que je pense que votre intervention pourra répondre à certaines des demandes de son Excellence. Vous avez des jeunes qui envoient de l'argent à leur maman ou à leur père aujourd'hui, mais quand ils vont vieillir, ça va partir. Ça va disparaître cette source. Alors l'expérience du Rwanda est très intéressante parce que le gouvernement a
réussi à transformer la diaspora comme partie prenante du système de développement. Nous avons par exemple commencé à avoir de l'argent envoyé par ce qu'on peut appeler la diaspora. Vous avez un enfant né d'une famille qui n'est pas 100% rwandaise. Le père est français, la maman est rwandaise. Mais parce qu'ils ont été sensibilisés, ils voient du progrès au niveau du pays, ils ont des facilités. Et nous avons commencé à voir de telles personnes devenir partie de notre diaspora. Alors, pour peut-être, il me reste 3 secondes, pour donner la contribution à la question de son excellence. Mon ami Godefroy a parlé au fait de cet effort conduit par le président de la République pour avoir des réunions avec des diasporas, mais aussi chaque année, il y a des délégations des diasporas qui viennent au Rwanda. On a ce qu'on appelle, c'est comme dialogue national, où les grandes autorités se réunissent et toutes les réunions sont dirigées par le président de la République, mais la diaspora est présente, de sorte qu'ils se sentent vraiment rwandais, ils viennent, ils suivent tous les débats, comme vous avez bien dit, les défis, les erreurs, les stratégies en place pour les corriger. Et progressivement, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire pendant une année ou deux, mais on a déjà vu les résultats à cause de cet effort des hautes autorités au niveau du pays. Merci. Merci beaucoup. Merci, Excellences, Mesdames et Messieurs. Nous vous invitons pour 1 minute à partager ou à contribuer au regard de ce qui a été dit tout à l'heure, les expériences de l'Éthiopie, du Rwanda, sur la contribution de la diaspora au niveau de nos pays. Ma comodératrice est très gentille, elle vous a rajouté 15 secondes. J'espère que vous pouvez... 1 minute. Donc, je voulais poser une question parce qu'il y a quelques temps, en 2015, la Banque mondiale a lancé une étude ici aux Comores, justement, puisque les chiffres qui sont avancés pour les Comores sur la capacité de la diaspora à mobiliser des fonds, elle interpelle tous les bailleurs et tous les organismes de développement. Donc, une étude a été menée sur est-ce qu'il serait opportun de mettre en place ce type d'outils, les obligations souscrites par la diaspora, pour financer l'économie comorienne. Donc, cette étude a été menée, donc nous avons été nombreux à être consultés, et finalement, à notre grande surprise, la Banque mondiale a conclu que non, c'était pas pertinent, que c'était mieux qu'on s'occupe du système de paiement et de baisser le prix des transactions. Pour certains d'entre nous, on s'est vraiment opposés à cette position, mais malheureusement, nous avons été minoritaires. Donc, je voudrais poser la question au professeur. Au regard de notre économie, est-ce que vous pensez vraiment que cette recommandation de la Banque mondiale était pertinente, ou bien nous aussi, comme l'Éthiopie, comme le Rwanda, nous avons intérêt à mettre en place ce type d'instrument financier qui, nous le savons, permettent de financer à long terme l'économie. Merci. Merci beaucoup. Si vous regardez l'évolution de la diaspora, vous verrez que cela a changé parce que la plupart des gens qui travaillent à l'extérieur, ils achètent des maisons, ils achètent des grosses voitures et puis ils travaillent dans des grandes sociétés, ce qui fait que leur part, parce que proportionnellement par rapport à la population qu'il y avait avant aux années 90-2000, par rapport à la population d'aujourd'hui, les 25 milliards, c'est peu par rapport, proportionnellement. Et quand vous regardez ce qui se passe ici actuellement, c'est vrai, il y a des investissements sociaux, pas de plus-value. Mais quand vous regardez encore, le pire, c'est que les gens qui travaillent en France, avant, ils faisaient des économies pour 1 an. Mais maintenant, ils sont obligés tous les mois, d'envoyer de l'argent aux Comores pour payer les frais de scolarité des enfants. Les 2 tiers des enfants scolarisés sont dans les écoles privées. À chaque village, un lycée privé. Ce qui fait que la personne qui est là-bas, au lieu de faire des économies pendant 1 an, venir pour investir, il les envoie tous les mois. C'est un peu compliqué, mais proportionnellement, c'est limité. La question, c'est de savoir comment l'État va essayer de réorganiser l'argent qui rentre au pays par rapport à la diaspora et de stopper un peu leur intervention directe tous les jours et de les laisser se programmer, faire des économies pour pouvoir investir dans des secteurs sur lesquels l'État programme
pour plusieurs secteurs de développement. Merci. Merci beaucoup. On avait une question ici, Monsieur Bolero. Oui. Merci, Madame. Secrétaire général de la COI, mais je suis comorien là maintenant. Vous savez, je vais un peu vous déranger parce que je vais être historien alors que je ne le suis pas. Moi, je me pose des questions sur l'Afrique. Je dis, regardez les pays qui réussissent sur ce problème. Les exemples qui ont été cités, le Rwanda, génocide, l'Éthiopie, communisme, difficulté. Vous verrez aussi l'Afrique du Sud, apartheid. En fin de compte, le président Azali l'a dit ici, il faut quelque chose. Il faut quelque chose dans un pays pour que ça change. Le président dit qu'il va organiser des assises. Imaginons que peut-être quelque chose va se passer, quelque chose dans la tête des Comoriens. Voilà ce qui nous manque. L'argent y est, ça a été dit ici, le gouverneur de la Banque centrale l'a confirmé, il y a de l'argent, ça arrive. Le problème, c'est qu'on veut faire une révolution, partir de l'économie de Western Union à l'économie des investissements. Donc, il faut créer un choc dans cette population. Maintenant, bon, ce sont les spécialistes qui diront comment créer ce choc. Moi, je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais tant qu'on ne créera pas ce choc des Comoriens, ça ne se fera pas. Donc, ça ne vaut pas la peine de se casser la tête. Trouvons. Maintenant, le gouvernement nous dit ils vont proposer un débat national, et cette question sera posée aux Comoriens. Que faut-il faire? Alors, si les Comoriens arrivent justement à être choqués dans le bon sens, ce jour-là, possible qu'ils trouveront des solutions. Deuxième point historique, c'est qu'aux Comores, jusqu'à récemment, il n'y avait pas cette diaspora dont vous parlez. C'était des Comoriens qui étaient partis en France pour faire leur vie, travailler, venir faire le grand mariage. C'est aujourd'hui que nous avons une petite classe moyenne qui peut penser investissement. Donc, c'est maintenant qu'il va falloir poser la question. Donc, mesdames et messieurs, créons le choc. Peut-être que ça va y aller. Merci beaucoup. J'aimerais donner la parole à une dernière personne et puis on va essayer de répondre rapidement aux diverses questions qui ont été posées. Oui. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Vice-président, honorables invités, assalamu alaikum. Je commencerai Assoumani Aboudou, directeur général de l'Union des mutuelles d'épargne et crédit à Comores. J'ai un souci et j'interpelle donc les pays qui s'en sont sortis pour nous faire partager leurs expériences. Première question, quelle est la base d'organisation qu'ils ont pu établir avec leur diaspora pour qu'elles se sentent véritablement intégrées dans le développement de leurs pays respectifs? Parce que la problématique que nous avons, pour avoir organisé plusieurs déplacements en France pour rencontrer cette diaspora comorienne, nous en sommes sortis pour dire que c'est plutôt des diasporas et non pas la diaspora, tellement elle est multiple et diverse. Parce que quand on va à Paris pour rencontrer la diaspora, c'est pourquoi vous n'avez pas rencontré tel village, pourquoi vous n'avez pas rencontré telle région, et on ne s'en sort plus. Donc c'est ma première question, la base organisationnelle. Et puis finir pour saluer l'engagement du gouvernement tel que l'a donné Monsieur le Président de la République, que le déplacement que j'effectue moi ou avec mes collaborateurs du réseau n'a pas le même impact qu'un déplacement ou un engagement d'une autorité politique pour rencontrer cette diaspora. Donc pour cela, nous saluons cet engagement en espérant que nous pouvons aller de l'avant et je vous remercie. Merci beaucoup. Rapidement, pour qu'on puisse donner le temps à nos panélistes de répondre, on a eu une question, we had a question on the diaspora bonds, and is it relevant for the case of Comoros? Maybe you can give us a take on that. Et puis, Monsieur Kabera nous aidera à d'abord définir ce qu'est le Agachiro Fund. Nous avons un Rwandais d'adoption qui nous en a parlé, ce serait bien d'expliquer, et je pense aussi parler de ce lien qui a été créé avec la diaspora en tant qu'une diaspora qui est une. Et on a eu aussi des questions sur comment est-ce qu'on considère finalement ces transferts comme étant une demande et comment est-ce qu'on peut concrètement avoir des mesures. Et je pense que M. Katibou, qui a fait des recherches sur cela, pourra donner des recommandations sur comment est-ce qu'on peut avoir clairement peut-être cet électrochoc, si je peux me permettre de reprendre le terme. Diaspora remittances is not something we can ignore at all. It's 26% of the GDP of Liberia.
21.2% of the GDP of Comoros and 20% of the GDP of the Gambia. That is huge. It's not something we can ignore at all. The question then becomes, how do we channel it? The second point I would like to make very quickly is that identity is very powerful. And identity is something we need to tap into. The diaspora is part of us, and we need to harness them. It is also true, the last point raised, that it's not a monolithic group. It is not a monolithic group, but it's a group that can be harnessed for development. So the two policy prescriptions are put on the table. One is that we need to have a national policy of engagement, a national framework to engage with that. We cannot ignore it. The second point I would like to make is that I want us to consider a national policy on diaspora investments. We do investment policies for FDIs to come into our countries. Why not our own people in the diaspora? Let's have a special package for them to be able to invest in the country. A package that guarantees trust, credibility, and consistency in delivering to them. And we can see them change, moving from consumption to putting their money into production. That is what we need to do. They will still continue to put their money into consumption because they have to support families. It's a way of alleviating poverty. It's a way of improving the living standards of the people. They will continue to do that. But a lot of them still have more disposable income, which they can put into investment. And that's what we need to tap into. They have money in France. They have money in several places. Let them bring them back home. Once we create the framework and we give them good incentives, they will do so. Thank you. Okay, thank you. Just let me talk quickly about the Agaciro Fund, which is a sovereign wealth fund that was set up in Rwanda to help with long-term investment and long-term saving. So the fund is structured in a way to attract investment that is not going to be used today, but is going to be used in the next 30 or 40 years. So the way it works is it invests, what is mobilized from different people in the country, from simple farmers to businessmen, as my friend Bakresov mentioned. Private sector contributes, diaspora contributes, everyone contributes the little that they have into this fund. So the idea is that in a long term, as we keep on investing this fund in secure assets, that it will be able to generate enough savings for the future generation to be able to be able to sustain the national development and to bring self-reliance. So Agaciro means dignity, and that's part of the reason of this fund. Just quickly on the issue of how to organize the diaspora, because we have, that's one of the challenges that I'm sensing from the audience. We have, our diaspora is organized in associations, and the community is very well organized in a way that they are able to contribute effectively. So they have some collective investment groups which they can use to channel investments to the country. And this is very useful. When we come to the national dialogue, which we hold every year in December, there is actually almost a sense of competition between people in the diaspora to show what kind of investments they have done in Rwanda, which kind of investors they have brought to Rwanda. So they are all raising their hands, competing to say, I brought an investor from Italy, I brought an investor from Germany. This is the real experience that's going on. I would just summarize it in three things. One is the heart and the mind has to be connected to the country. Secondly, I would say the development strategy needs to be known, because it will be you will be surprised. You may talk to many people outside and they don't know what is the development strategy. And thirdly, the organization based on the region is very useful. Thank you. Okay. Non, je vais répondre à la question de Madame la directrice. Au fait, cette étude qui a été faite par la Banque mondiale, donc moi-même j'ai participé à la Banque de France et j'étais parmi de ceux qui ont clairement, en quelque sorte, n'aura pas aucun effet sur l'économie comorienne, du fait que cette étude, la notion de diaspora bond a été inventée par deux économistes. Ngozi Okonjo-Iweala, ancien ministre des Finances du Nigeria, et Didi Prada, l'un des économistes de la Banque mondiale. Ils ont publié un article dans le New York Times, et depuis lors, c'était à la mode. On parle de diaspora bond sans pourtant chercher à étudier quand même le cas comorien. Donc, d'ailleurs, l'exemple qu'ils ont pris pour les migrations, pour les migrants, ils ont pris l'exemple des migrants indiens
et israéliens, qui n'ont rien à voir avec les migrants comoriens, parce que la spécificité des migrants comoriens, on est question des migrants non qualifiés, qui auront du mal à comprendre la notion de diaspora. Bon, c'est ça le problème qui se pose actuellement. Et d'ailleurs, dans toutes les études macroéconomiques qui ont été faites, ils ont révélé que ce sont surtout les migrations non qualifiées qui transfèrent beaucoup plus, qui ont une forte proportion à transférer dans les pays d'origine. Donc, cette étude n'a en quelque sorte, c'est du copier-coller, comme la Banque mondiale a tendance à faire, sans pour autant tenir compte de la réalité comorienne. Par ailleurs, la question sur la demande. Évidemment, donc, il faut changer de paradigme. On a tendance à dire depuis qu'il faut appeler les migrants à venir investir au pays, sans pourtant chercher à savoir qui sont ces migrants. Encore une fois, donc, ce sont des migrants non qualifiés. Et en général, les migrants non qualifiés, certes, ils ont d'autres préoccupations. Ils transfèrent pour des raisons pas forcément économiques. C'est le cas des Comoriens de France qui transfèrent pour venir financer le grand mariage. Donc, ce sont des transferts tellement atypiques, difficiles à canaliser dans le circuit économique. Donc, il faut quand même une spécificité comorienne, une analyse aussi approfondie pour prendre ces transferts comme une demande, certes, parce que certes, le grand mariage, c'est gaspillage de l'argent, mais ça entraîne une demande. Si on essaie d'analyser, et je pars sous la responsabilité du gouvernement de la Banque centrale, le montant de transfert de fonds correspond au montant du déficit commercial comorien. À peine 75, le transfert de fonds en 2015, c'est 70 milliards de francs comoriens. Le déficit commercial comorien s'élève à 75 milliards de francs comoriens en 2015. Donc, en fait, le problème qui se pose, certes, il y a une demande. D'ailleurs, la consommation des ménages comoriens a augmenté de 30% de 2004 à 2015. Donc, mais le problème qui se pose, est que c'est une demande, c'est une consommation, ce sont des consommations de produits importés. C'est ça le problème qui se pose. Donc, c'est la question qu'on devrait se poser. Comment relancer l'offre? Parce que la demande est là, mais le problème qui se pose, c'est l'offre. Donc, comment faire en sorte que l'économie comorienne, le secteur privé comorien, arrive à satisfaire à la demande des ménages comoriens. Une étude, je me réfère d'une étude qui a été faite par le gouverneur, M. Benima, de recherche, qui a montré qu'en 2005, à peine les Comoriens consomment plus de 125% du PIB comorien. Ce qui montre qu'il y a la demande. Mais le problème, l'offre comorienne a du mal à satisfaire à cette demande. Je crois qu'on devrait quand même s'atteler à répondre à cette demande. C'est là où on pourrait canaliser ces transferts de fonds pour stimuler une croissance inclusive, forte et créatrice de richesse et d'emploi. Parce que c'est le problème qui se pose actuellement. Merci. Merci. Merci, M. Katibou. Excellences, Mesdames et Messieurs. Je veux, au regard de ce qui a été dit, me retourner vers la Commission économique africaine pour savoir comment accompagner ou comment aujourd'hui, dans cette réunion d'échange qu'on voit que ça a suscité beaucoup de questions et tout l'intérêt que vous portez également de mettre le thème la diaspora, sur la question de la diaspora en Afrique, comment vous pensez soutenir ou accompagner ces échanges, ces dialogues qui pourront, les expériences des uns et des autres, permettre à des pays comme les Comores qui ont ce soir suivi l'expérience éthiopienne, rwandaise. Comment vous comptez l'organisation? On voit tout l'engagement que vous avez pris et surtout de retenir ce thème, bien sûr, en concertation avec le gouvernement. Mais comment vous voyez le rôle que vous pouvez, sur ce volet, accompagner pour qu'on puisse bénéficier de cette expérience et qu'on puisse amener la diaspora comorienne à une contribution à la croissance économique? Merci. At the ECA, one of the issues we've kept on the table as a very serious issue is about mobilizing finance for development on the African continent. And the two things we are looking at very closely is remittances and pension funds, because these are areas we have not tapped into for our development purposes. On pension funds, we start all our money in Europe and the US. Some other people are using those funds for their own development. And we are busy suffering here on the continent. I think the first step is to understand better the Comoran context. I think it's extremely important. I was asking my colleague, Andrew, I was asking him, what is the follow-up? How do we engage Comoros after this generous hospitality
that we've received. And it seems to me that we have an area already we have to engage Comoros, and that's on remittances. And Your Excellency will follow up with this and make sure that, both at the level of research and policy, and also the resident coordinator is here, my good friend and brother, Matthias. So we'll follow up on this and make sure at the level of research and policy, we accompany you to make the best out of the remittances of this country. Thank you. Excellences, Mesdames et Messieurs, avant de conclure le mot de la fin, je voudrais ici m'adresser au président de l'Union des Comores, Son Excellence le président Zali Assoumani, pour avoir, suite à ce qui a été dit et l'engagement qu'on vient de suivre, qu'il y aura un suivi avec la Commission économique africaine, mais bien sûr aussi avec les modèles qu'on a suivis. Que pensez-vous? Quel est le rôle ou l'action que nous pouvons maintenant au niveau du gouvernement? Et je lis ça également avec la vision que vous portez sur les Comores émergents à l'horizon 2030. Merci. Je pense que Katibou a bien résumé, même s'il a été un peu... La tension a un peu monté, je ne sais pas pourquoi. Mais il a bien résumé. Le problème de la diaspora, je pense qu'elle se pose à deux niveaux ici, sur l'apport. Le premier niveau, ça nous appartient, nous, à créer cette offre. C'est-à-dire, au lieu que le diaspora comorien passe à Dubaï, il achète tout à hauteur de 20 000 euros ou 40 000 euros pour amener ici, construire sa maison ou faire le grand mariage. Comment faire en sorte qu'il envoie cet argent directement ici pour acheter sur place? Bon, ça, c'est le défi que nous, gouvernement, on doit relever. On doit faire en sorte que les pays produisent. Effectivement, bon, il faut être toujours relatif. On va commencer, puis on verra par rapport à leurs demandes. Aussi, il y a la concurrence. Hein, donc, on ne peut pas quand même produire n'importe quoi. Mais au moins satisfaire cette demande en faisant une offre. Mais le deuxième volet, c'est cette diaspora qualifiée. Elle est là en France, la diaspora qualifiée. Elle est là. J'en ai rencontré certains. Et je ne sais pas, je n'ai pas de leçon à donner, mais je pense que la diaspora comorienne a une spécialité que moi j'appelle SDF. Elle ne sait pas si elle est française ou elle est comorienne. Elle achète une maison en France, elle commence à construire une ici. Donc je pense qu'on a besoin de le rassurer. Parce qu'effectivement, on a constaté, ce n'est pas un diaspora comorien qui peut passer 2 ans ou 3 ans sans venir ici, même s'il n'a rien à faire. Donc il faut essayer de répondre à sa question, que c'est son pays, il faut qu'il vienne ici, faire en sorte qu'une fois, bon, maintenant, il a fini son boulot, il veut passer sa retraite, ou il a rempli son contrat, comment avoir un boulot ici pour faire. Donc c'est à nous, gouvernement, de créer. Mais cette diaspora qualifiée, effectivement, qui est en France et qui fait sa vie, c'est celle-là que nous avons besoin de vous pour les convaincre. À ce que, comme vous l'avez proposé, il y ait des structures qui soient créées pour les convaincre à mettre leur argent au lieu de mettre cet argent à la BNP Paribas ou au Crédit Lyonnais. Donc, ils mettent cet argent-là, sachant que cet argent en venant ici, mais eux, ils auront une dividende. Hein? Parce qu'effectivement, le diaspora qui envoie ici pour investir, bon, c'est un mot large. Hein? Il ne vient pas investir gratuitement. S'il le fait chez lui, parce que chez lui. Mais si aujourd'hui on lui dit que vous allez apporter à l'investissement au Comores, il le veut bien, mais ce n'est pas gratuit. Parce qu'il a besoin de vivre, il a des enfants, il pense à sa retraite. Donc c'est comment vous pouvez nous aider à créer cette structure de banques qui nous dépassent, de façon à ce qu'ils aient confiance, comme ça a été relaté. Bon, je pense que dans un premier temps, ils n'auront pas beaucoup plus confiance en nous. Hein, la relation que nous avons avec eux, ils hésitent un peu. Mais s'il y a des partenaires qui jouent l'intermédiaire entre eux et nous, ça peut avoir une pré-confiance. Et que les actes qui seront mis en place, et que le Comorien qui a mis son argent dans cette structure, de le mettre dans une banque française, et que la fin de l'année, voilà ce qu'il a gagné, je pense que ça peut les aider. Bon, voilà un peu comment je peux résumer cette séance que j'ai trouvée quand même très florissante. En tout cas, je vous remercie beaucoup, je vous félicite, même si vous ne m'avez pas prévenu. Mais je pense que des séances comme ça, il faut qu'il y ait des suivis.
hein, mais des suivis parlementaires, pour parler. Mais tout ce qu'on a dit ici, comment on peut faire en sorte de faire une mise en place, à ce que la prochaine fois, on fasse le bilan de ce qu'on a mis en place, et puis on parle autour pour essayer d'aller dans le temps suivant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Son Excellence. Et merci à vous tous qui avez contribué, et bien sûr à nos panélistes. Si je peux résumer rapidement ce dont on a parlé, c'est ce qu'il faut, bien sûr, des structures, des mécanismes pour récupérer cet argent et en faire un financement pour le développement de nos pays. On a aussi parlé de l'importance d'avoir un lien entre le pays, la terre natale et la diaspora, créer ce changement de mentalité et créer bien sûr cette relation de confiance. Et bien sûr, nous n'oublierons pas l'électrochoc qui est nécessaire pour que ce changement puisse se faire. Et bien sûr, le rôle des partenaires, des différents partenaires de développement pour tout cela.